you can't let go. What do you do? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de te retrouver en ce samedi 4 décembre. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral. Surtout que j'ai une invitée spéciale qui est une personne que j'adore beaucoup. J'ai eu la chance de la découvrir suite à ce que, comme je vous ai dit toujours, je forme beaucoup, je me coach beaucoup parce que j'ai vraiment envie d'évoluer, de vous apporter tout le temps de la valeur. Et pour moi, en fait, c'est important que même si je dis à mes coachés et à vous, mon audience, de vous former, même si vous faites ça tout seul, et ben c'est bien aussi que je vous montre aussi que c'est possible de le faire. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est l'évolution, la transformation et un peu des mécanismes de sabotage. Je pense que ça peut vous aider, surtout en cette période de fin d'année où on est un peu dans l'introspection, on se demande un peu si est-ce qu'on a fait une bonne année, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et je pense que le parcours de ma coach, Blandine, elle va vous toucher, ça va vous donner de la force, en tout cas je l'espère, parce que moi en tout cas, c'est vraiment quelqu'un que je suis, que j'admire et que vraiment qui me motive au quotidien. Donc vraiment, j'aspire vraiment à être comme elle un jour. Donc j'espère vraiment que ça va vous permettre en fait aussi d'avoir de l'inspiration et aussi de surtout vous prendre conscience que peu importe où vous êtes, si vous êtes au fond de votre lit, procrastiné ou vous ne vous sentez pas bien, il y a toujours de l'espoir. En tout cas, merci Blandine d'avoir accepté d'être invitée sur mon podcast Sois ta propre vérité. Ça me fait super plaisir. Merci pour ce message, trop mignon. C'est adorable. Ça fait super plaisir d'être là, j'avoue. Alors, peux-tu te présenter, Blandine, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je suis donc Blandine. J'ai la chance d'être ta coach. Et mon travail, c'est de permettre aux femmes de prendre leur expansion dans tous les domaines de leur vie, que ce soit dans leurs affaires, dans leur vie personnelle, dans leur business, peut-être dans leur leadership au quotidien, dans leur famille, avec leurs conjoints, dans leur vie sociale. Mon objectif, c'est de permettre à chacune de découvrir son talent et de l'exploiter pour attirer tout ce dont elle a besoin de façon magnétique et sortir de ce truc où on se dit que pour avoir ce qu'on veut, il faut que ce soit difficile. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler vraiment de l'évolution, de la transformation de Blandine et je pense vraiment que ça peut vous aider. Et on va parler, quel était ton poids quand tu étais enfant, quelle était adolescente, parce que je sais que tu nous as parlé, tu ne t'en caches pas, tu nous as dit que tu étais une ancienne obèse et je pense que ça va vraiment rentrer dans ma thématique qui est le fait que les gens mangent leurs émotions ou qui veulent perdre du poids et qui n'ont pas confiance et je pense que ta transformation va les aider. Alors, tu m'as demandé quel était mon poids quand j'étais enfant. J'étais un bébé ordinaire, tu vois. J'en ai justement parlé avec ma maman parce que je savais qu'on allait faire ce podcast. J'étais un bébé dans les courbes, pile au milieu niveau taille, pile au milieu niveau poids. Et puis, un jour, mes parents m'ont passé au lait artificiel et là, j'ai gonflé beaucoup. Je suis devenue une petite fille ronde. Et puis, chez moi, quand ça va pas, mange un carré de chocolat. Donc, j'étais... parfois très ronde, parfois moins ronde. Tu sais, tu grandis, tu prends pas forcément de poids. Donc, voilà. Mais globalement, j'ai jamais été mince. On me comparait beaucoup avec ma cousine. J'ai une cousine qui a 3 jours de plus que moi. Et elle était plus petite et toute menue. Moi, j'étais toujours la grande, j'étais costaud. Enfin, voilà. Et j'étais complexée. J'étais complexée parce que les autres m'avaient complexée. Sinon, je pense que de moi-même à moi-même, ça ne serait même pas venu à l'idée, tu vois. Adolescente, j'étais costaud, mais sans plus. Et j'ai été obèse. Ça n'a pas duré finalement hyper longtemps. Mais avec les préparatifs de notre mariage, c'était vraiment difficile émotionnellement. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids à ce moment-là. Je venais de fermer mon entreprise. En plus, la première. Et après la naissance de mon fils, de mon fils aîné, j'ai fait une dépression postpartum. Et là, j'ai pris 30 kilos en 3 mois, je dirais. Oui. Quelque chose d'hallucinant. Alors, j'ai pris à cette époque-là des antidépresseurs. Donc, je pense que ça ne m'a pas aidée, mais émotionnellement, j'étais vraiment tellement mal que voilà, c'est devenu l'escalade. Et là, quand c'est devenu l'escalade, j'ai vraiment souffert parce que je passais à ce moment-là devant les boulangeries. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui peuvent dire la même chose. Mais tu regardes la pâtisserie, tu as déjà pris 100 grammes. Si tu la manges, tu as pris le kilo, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai jamais été mince. J'ai jamais été comme je suis aujourd'hui, finalement, avant. Mais par contre, l'obésité m'a touchée vraiment quand j'étais au fond du trou, quoi. Et comment a été le regard des gens quand est-ce qu'ils t'ont plus regardé avec amour ou bien ils t'ont jugé par rapport à ton poids, tu vois, ou pas du tout? À quel moment tu veux dire?
La phase où tu étais peut-être adolescente et quand tu as vraiment plongé, enfin, où tu étais vraiment obèse, comme tu dis, et que tu étais au fond du gouffre. Je sentais, avec mes parents, il y avait un regard un peu de désolation, tu vois. Oh, la pauvre, elle en est là, tu vois. Il y avait, ah mince, quoi, tu vois. C'était vraiment, ça les rendait tristes. J'ai senti, si tu veux, pour pouvoir avoir comparé après, quand j'ai perdu du poids, donc j'ai fait un bypass après la naissance de mon fils aîné, j'avais tellement pris de poids et je voyais que je m'en sortais pas et que ça faisait des années, en fait, que j'essayais de perdre du poids, que ça marchait jamais. Je perdais un peu, je reprenais toujours plus. Si tu veux, il y a une différence de traitement entre la phase où j'étais obèse ou même forte et la phase où j'étais mince. Le traitement a été vraiment différent et ça, c'est quelque chose qui m'agace, mais alors copieusement, c'est cette façon qu'on a de traiter une femme ronde différemment d'une femme mince. Enfin, je veux dire, à l'intérieur, c'est la même personne, tu vois. Et s'il y a bien un truc qui m'exaspère, c'est que finalement, t'interdis à celle qui est ronde d'être heureuse. Elle peut pas. Mais tu vas pas chercher à faire qu'elle aille bien. Voilà. Non, parce qu'on met tout sur le poids. C'est-à-dire que moi, je le vois bien avec mes coachés et moi-même, je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu du poids et puis je l'ai repris. Et en fait, tu as vraiment et moi, j'étais une adolescence où j'étais mince. J'étais une fille très, très mince quand j'étais enfant. Puis j'ai grossi, puis j'ai perdu, puis j'ai regrossi. Et j'ai eu aussi cette phase-là où, en fait, quand tu es mince, les gens sont un peu... déjà, ils sont admiratifs parce que tu as perdu du poids. Et puis, deuxièmement, t'es un peu traité comme une chose délicate. C'est-à-dire, tu es délicate, voilà, ça y est, t'es rentré dans le moule, ça y est. Et par contre, quand tu es ronde, c'est vraiment le côté où finalement, déjà, tu es costaud, tu dois toujours être gaieté, comme si tu es triste, tu as le stéréotype de la femme ronde, qui doit être toujours souriante, qui doit toujours dire oui, qui ne pense pas à elle et tout ça. Tu ne peux pas être faible parce que si tu es faible, on va dire mais si tu es faible, c'est parce que tu as pris du poids, donc il faut que tu fasses attention à ton poids. Donc tout est ramené à ton poids et non pas à ce que tu es en fait. Comme tu dis très bien, on ne t'autorise pas à exister en fait parce que en fait t'es ronde. C'est juste ramené à ton poids. Donc même si tu veux absolument exister, tu peux pas parce que les gens te ramènent tout le temps à ton poids et font tout le temps des comparaisons. Moi, j'étais souvent comparée avec ma sœur qui est plus mince que moi. Et donc, en fait, tu devrais être comme elle, tu devrais perdre du poids. Et limite, des fois, on te met des nouveaux régimes comme si tu ne savais pas lesquels c'est. Et moi, je dis très bien à mes clients, vous connaissez tous les régimes. Je sais que vous connaissez tout parce que les personnes qui veulent perdre du poids et qui sont obèses, elles connaissent tous les régimes. C'est pas ça le problème. Mais personne, comme tu dis très bien, ne veut savoir c'est quoi le problème. C'est ça, on ne veut pas savoir quel est le problème. Et puis, quelque part, puisque dans l'imaginaire collectif, si tu es en surpoids, c'est parce que tu manges n'importe quoi, c'est ta faute. Donc, c'est que tu es jovial, c'est que tu es sympa, c'est que tu es forte, c'est que tu es costaud. Ouais, rien à voir. Enfin, tu vois, j'aurais eu beaucoup plus besoin qu'on me protège il y a 10 ans qu'aujourd'hui, alors que mon poids, je fais la moitié du poids que je faisais il y a 10 ans, si tu veux. Mais ça, je suis d'accord parce que, en plus, tu as le côté aussi, comme tu disais, tu es bonne vivante. C'est-à-dire que toi, tu es tout le temps en gaieté. Quand tu es ronde, tu ne peux pas pleurer parce que non. Si tu pleures, c'est parce que tu t'es trop laissé aller. Et surtout, c'est ça, c'est désespéré. Voilà. Et moi, franchement, c'est vrai que j'avais tout le temps eu cette image, surtout adolescente, où comme j'étais ronde, et en fait, j'étais l'image de la fille qui était sur son canapé à manger des chips, des bonbons, tout ça. Ça m'est arrivé, ce qui est normal. Mais j'étais pas tout le temps comme ça. Et finalement, je me disais, mais je comprends pas, on te fait culpabiliser sur quelque chose que finalement, si les gens prenaient conscience que c'est pas l'alimentation le problème, c'est autre chose. Et vraiment, mais en fait, on t'autorise pas ça. On t'autorise pas à juste être, comme tu dis très bien, tu avais dit une phrase il y a pas longtemps sur Instagram, à s'autoriser à briller, s'autoriser à s'épanouir, à éveiller le feu sacré qui est en toi. Et puis, tu as cette espèce de culpabilité. Je le constate quand j'accompagne des femmes qui me parlent de leurs difficultés au niveau du poids. Tu as cette culpabilité de ne pas savoir maîtriser ton poids. Donc, tu es toujours en train de t'excuser. Et puis, entre l'histoire que tu te racontes et les réactions des personnes en face, tu te rends bien compte qu'on t'accuse en quelque sorte de ne pas être parfaite. Donc, tu vas toujours être en train d'en faire des caisses et des caisses et des caisses et des caisses pour t'excuser d'être comme ça.
C'est ça. Et c'est là que tu vas sans arrêt avoir besoin que les autres te valident, tu vas t'oublier pour les autres parce que déjà, tu es en surpoids. Alors si en plus, tu penses un peu à toi, c'est vraiment pas bien. Oui. Et de là naît en fait tout le manque d'estime. Et je sais que tu as plein de solutions à proposer et quand c'est des choses que je travaille, tu vois, quand on va chercher du côté des difficultés de poids, je rappelle à mes coachés que l'estime, c'est la peur qui vient l'agiter. Donc, plus tu as de peur sur le côté, plus tu as de phrases négatives en plus que tu te répètes, et moins tu as d'estime. Et tout ça, ça ne fait que s'accumuler et manque, en gros, ça creuse le trou plutôt. C'est manque d'estime, plus manque d'estime, plus manque d'estime. Il y a un jour où forcément, de toute façon, ça va t'amener à faire, voilà, on a fait la boucle. C'est-à-dire que je suis un peu en surpoids, je manque d'estime, je me déteste, je pense qu'aux autres, et résultat, je mange. Donc, parce qu'il faut bien compenser, arriver à un moment, tu ne peux pas passer ton temps à vider ton réservoir affectif et toute ton énergie créative. Il y a un moment, il va falloir remplir. La nourriture arrive là et paf, tu as pris du poids. Et on recommence. Et on recommence, ça fait un cercle vicieux. Et moi, ce que je dis aussi à mes coachés, c'est le fait, en fait, de se dire que déjà, quand tu manges un chocolat, tu ne commets pas un crime contre l'humanité, tu tues personne. La seule personne entre guillemets que tu tues, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu manges pas le chocolat pour te faire plaisir, tu manges parce que tu vas mal. Deuxièmement, c'est généralement les gens qui te font des remarques sur toi, c'est leur propre peur. Donc, ce qui fait que, au final, est-ce que toi, si tu es dans une île déserte, ton poids te dérangerait? Je ne pense pas. Des fois, il faut remettre les peurs des gens à leur place et que toi-même, tu commences à comprendre que est-ce que vraiment le poids, c'est mon problème ou c'est pas la conséquence de tous mes maux? Et ça, c'est important. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent pas la question, qui veulent absolument atteindre la destination finale, c'est-à-dire le poids ou une taille. Voilà, quand on avait préparé, je t'avais dit que moi, je voulais absolument atteindre le 36, je l'ai atteint, mais c'était pas la phase où j'étais la plus heureuse au final. Et je me dis vraiment que des fois, on se concentre trop à culpabiliser les gens, vraiment, au lieu de se dire que peut-être que c'est pas moi le problème, peut-être qu'on m'a pas autorisé à exister. Parce que je sais que quand on s'excuse beaucoup, c'est parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas d'exister, on n'est pas légitime d'exister parce que l'entourage, même si c'est peut-être avec bienveillance, hein, sûrement avec bienveillance qu'ils veulent que tu perdes du poids parce que ils ont, enfin, c'est vrai que beaucoup de gens disent obésité égale, voilà, maladie, problème cardiovasculaire, diabète, donc c'est normal, voilà. Mais bon, il y a un peu un paradoxe en France parce que je trouve que on te met plein de pubs, voilà, alcool, bonbons, glace, mais en bas on te dit mange 5 fruits et légumes. Bon, c'est un autre débat. Bref. Et donc, ce qui fait que au final, tu t'excuses d'exister alors qu'au final, c'est pas toi qui as choisi de vivre sur cette terre. Tout ce que tu dois faire, c'est évoluer ton âme et apprendre ce que tu dois apprendre sur ton âme. Et tellement que je trouve que le poids, et quand tu as du poids, on t'autorise pas à faire ça. On t'autorise pas juste à exister et à te dire, bah, en fait, si je suis sur cette terre, c'est pour apprendre quelque chose, faire mes zones de talent, comme tu dis, évoluer, progresser. Et on est plus là, en fait, à te juger sur quelque chose où, au final, peut-être que ça vient, peut-être, bien sûr, ça vient pas que de ton entourage, à toi aussi, mais peut-être c'est nourri par ton entourage, en fait. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser, tu sais, quand j'étais plus ronde, j'avais toujours l'impression que comme je prenais plus de place dans une pièce, en termes de centimètres carrés, tu vois, on ne voyait que moi. Et j'aurais rêvé de me terrer dans un trou pour pas qu'on me voie, parce que justement, je voulais pas attirer l'attention. Alors en plus, j'avais un énorme problème d'estime, c'est-à-dire que ce feu sacré que je laisse sortir aujourd'hui et qui me permet de faire un super boulot avec mes coachés ou sur les réseaux quand je suis dans la communication sur les réseaux. Mais tu vois, ce que j'ose affirmer aujourd'hui, c'était déjà là. Dans mon enfance, c'était déjà là. Et mon gros problème, c'était ça, c'est que je sentais qu'il y avait un volcan à l'intérieur et que moi, je faisais tout pour ne pas le laisser sortir. Tu vois bien le problème déjà, ne serait-ce qu'à l'intérieur, tu as tout de suite compris pourquoi est-ce que j'ai pris du poids. Mais c'est vrai que cette sensation de prendre trop de place, elle est horrible. Parce qu'en plus, c'est même pas vrai. Enfin, je veux dire, quand je croise des femmes aujourd'hui qui sont rondes, c'est pas du tout ce qui me vient à l'esprit. C'est pas elle prend trop de place, ou c'est pas elle est trop grosse, ou c'est pas elle fait pas gaffe, ou tu vois, je parle avec une personne, parfois même je m'en rends pas compte. Alors après, ça c'est un autre débat. Je suis pas du tout physionomiste. On se croiserait toutes les deux dans la rue, je te reconnaîtrais pas forcément. Tu vois, pourtant on se parle, on voit, je sais qui tu es. C'est juste parce que voilà, je suis pas physionomiste et je m'attache pas
l'extérieur des gens, je m'attache à l'intérieur. Mais c'est vrai que je me souviens bien de cette sensation-là, de c'est ça, t'es désolé de devoir passer parce que peut-être tu vas pousser quelqu'un. Et puis zut, quoi, en fait. À partir de quand on va s'autoriser, même si on n'a pas le physique parfait, à juste profiter de sa vie, quoi. On n'en a qu'une. C'est pas en s'excusant tout le temps qu'on va profiter de ça. Oui, c'est ça. Et surtout, en plus, c'est marrant ce que tu dis, enfin, marrant, entre guillemets, hein. C'est que, en fait, au final, moi, ce que je dis aussi à mes coachés, et je me dis aussi à moi-même, c'est qu'au final, ton corps, il veut que tu prennes ta place. C'est-à-dire que les kilos, c'est fait exprès pour que, ça y est, t'arrives pas à le dire en parole, t'arrives pas à montrer, je reprends ton terme, ton feu sacré, ta puissance féminine, ta puissance que tu es, ta propre vérité. En fait, finalement, ton corps, il se dit, écoute, tu veux pas me le montrer, je vais faire en sorte que on te voit, donc tu prennes ta place, mais de manière au niveau de à faire que tu prennes du poids. Donc, il y en a qui vont prendre un peu de poids au niveau du ventre, parce que peut-être ils ont besoin d'un peu plus d'amour au niveau du ventre. Moi, je dis toujours ça. Elles ont besoin un peu plus d'amour au niveau du ventre. Peut-être il y en a qui prennent un peu plus de cuisses, parce qu'elles ont besoin un peu plus d'amour au niveau des cuisses. Et il y en a qui prennent un peu tout partout, parce qu'au final, l'amour que tu ne reçois pas ou que peut-être que tu n'arrives pas à comprendre de tes parents, finalement, ton corps, il te le donne en te protégeant, en te donnant des kilos. Il dit, mais il est temps que tu prennes ta place. Et plus, en fait, tu vas nourrir, tu vas t'autoriser à exister. Et moi, je le vois moi-même avec moi-même, hein, parce que en ce moment, je vois que mes kilos, ça part, alors que je travaille beaucoup mon estime de soi grâce à Blandine. Je travaille beaucoup aussi avec mes coachés et je vois la même chose aussi, qu'elles perdent du poids sans changer leur alimentation. Et je me dis, mais en fait, c'est ça vraiment la clé. Et vraiment, je trouve que ça se rejoint vraiment avec ce que tu dis sur le fait de vraiment qu'on veut se faire toute petite, mais finalement, notre corps, il nous dit, mais non, il est temps que un jour, tu verras que tu n'auras plus besoin de ça, de ma protection, et ça y est, tu pourras vraiment te protéger. Et même si, entre guillemets, moi, je dis très bien, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de perdre du poids, parce qu'il y en a qui pensent que je veux absolument que vous perdiez du poids. Non, il y a des filles, je veux dire, peut-être que vous n'avez pas besoin de perdre du poids, vous avez juste besoin de renouer cette relation avec votre corps, avec votre alimentation, avec votre environnement, repenser à ce qui ne va pas en vous ou que vous pensez que ça ne va pas en vous, mais juste en fait vraiment accepter vos vulnérabilités pour transformer ça en force. Mais c'est pas des fois le poids le problème, en fait, c'est plus loin que ça, en fait. C'est plus profond, tu vois, je parlais d'expansion tout à l'heure. C'est ce que je voudrais voir chaque femme faire, chaque femme que je croise, parce que tu vas toucher toi, puis tu vas aller toucher bien plus loin que toi. Et je suis persuadée que tout ce paradigme-là de jugement de femmes contre femmes, parce que les femmes sont très vilaines entre elles souvent, et très vilaines contre elles, mais alors je te dis pas les unes envers les autres, tout ce paradigme de la beauté, tout ce paradigme de ce que c'est une femme épanouie, tu vois, si je te dis femme épanouie, potentiellement tu vas penser grande, blonde, mince, avec de l'argent. La réalité, c'est que c'est pas ça du tout. Une femme épanouie, c'est une femme qui est consciente de ses forces, des défis qu'elle a à relever pour tous les jours avancer, et qui va savoir s'entourer, qui va savoir décider, prendre une décision, qui va faire preuve vraiment de leadership dans sa vie. Et là, tu rayonnes. Et là, tu n'as plus besoin de tes kilos. Depuis que j'ai assumé vraiment pleinement mon manifeste dans mon business après une expansion de folie, d'une part, mais moi, j'ai perdu 4 kilos. Alors que j'ai pas changé grand-chose. Alors si, je mangeais un peu n'importe quand, n'importe comment, c'est un peu... pour celles qui envisagent le bypass, il y a des jours où je me dis, mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait de le faire ? Et ce truc-là de manger régulièrement au lieu de manger à des repas, voilà, je m'étais habituée à grignoter un peu en continu. C'était vraiment très agréable récemment. J'ai juste régulé mon alimentation, j'ai juste fait ça. Et je pense que les kilos sont partis, ça n'a rien à voir avec l'alimentation uniquement, c'est vraiment aussi dans ma tête, quoi. Je me suis libérée, je me suis dit, lâche-toi, prends ton envol, prends ton expansion. Et ça m'a fait tellement de bien. Et tu sais, on est là, on a peur de déranger, on a peur de demander de l'aide, on a peur d'être faible, et en même temps, on sent qu'on va pas bien, et en même temps, on voudrait bien aller mieux, et en même temps, on se restreint, et en même temps, on a peur. Et ça fait beaucoup pour une seule personne, quand même. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre des coups de marteau sur la tête, là. Non, mais c'est ça, et j'aimerais répondre à ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu as dit que, tu vois, tu prenais le temps tu grignotais pas. Et moi aussi, j'avais ce problème, maintenant, je le corrige. C'est, en fait, j'ai compris pourquoi on grignote, en fait, tellement qu'on veut pas prendre de place, tellement qu'on veut pas déranger, on grignote.
Parce que, en fait, le fait de grignoter, c'est qu'on va manger juste un petit peu, on va juste manger pour tenir, et comme ça, on aura plus de temps pour les autres. Comme ça, les autres vont voir que euh, on est, entre guillemets, enfin, moi, pour moi, c'est mon problème de perfection, qu'on est parfaite et qu'on est apte à les aider. Or que, finalement, j'ai compris que si tu prends pas soin de toi, si tu ne nourris pas, comme tu dis très bien à l'intérieur, et, euh, et que tu prends du temps pour toi, en fait, finalement, et c'est ça, je le dis aussi à mes coachés, je leur dis, bah, il faut que tu prennes le temps de manger. Si tu prends pas de temps, tu n'as pas d'énergie pour tes enfants, tu n'as rien. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait, on grignote parce que, en fait, finalement, on a tellement peur de prendre de la place, on a tellement peur de prendre notre place parce que on sait ce qu'il faut faire. On le sait, mais on a tellement ce côté-là, entre guillemets, comme tu dis, cette dualité en disant que, bah, si je prends du temps pour moi, si je m'autorise à vivre, eh ben, c'est mal parce qu'on m'a toujours dit que, bah, je suis pas bien, on me compare aux autres. Surtout dans la diète culture, il faut absolument être une figure, une tatine, des hanches, des fesses bombées, le ventre plat. En plus, en même temps, il faut faire du sport tous les matins. Après, il faut aller chercher tes enfants et puis l'amener à leur activité et en même temps faire à manger et en plus être une businesswoman et et être salarié ou bien être salarié, être cadre. Et en fait, finalement, tu ne respires plus. Et avoir la maison parfaite, avoir les enfants avant 30 ans. Si après 30 ans, tu n'es pas marié, c'est que tu as un problème, parce que voilà, hein, ça vient toujours de la femme. Donc, en fait, tu as tellement de cases et que tu n'arrives pas à respirer, en fait. C'est vraiment ce que j'appelle, moi, le sacrifice au féminin. C'est ça. C'est l'héritage de nos mères. Hein, je me souviens avec ma mère, une fois, elle a reçu pour ses fiançailles. Donc, tu imagines, j'ai 35 ans, donc ma mère s'est fiancée une quarantaine d'années maintenant. Elle a reçu pour ses fiançailles un livre et la première page, enfin après la couverture, là, c'était en gros, ça expliquait comment il fallait se comporter avec son mari. Donc c'était un truc de cuisine, bref. Et en gros, quand monsieur rentre du travail, ne lui raconte pas la médiocrité de ta journée. Il a travaillé dur, il a eu des difficultés, donc tes petits problèmes de ménagère ne l'intéressent pas. Je m'en souvenais pas, c'est ma mère qui m'a raconté que, en fait, cette page-là, on l'avait déchirée toutes les deux. Je me souvenais pas qu'on avait fait ça. Et c'est elle qui me l'a redit il n'y a pas longtemps. Elle me dit, mais tu te rappelles pas, on avait déchiré cette page, ça nous avait tellement agacé, cette espèce de truc. Et c'est vrai, cette espèce d'injonction à la perfection qui pèse sur les femmes, qu'on se fait peser dessus parce qu'il y a la réalité de ce qu'on a hérité comme habitude, puis il y a aussi les histoires qu'on se raconte et qu'on est d'accord pour se raconter. Et puis, il y a aussi les injonctions que, comme on a reçu, on veut imposer aux autres, et c'est là que les femmes entre elles deviennent un peu pas sympas, alors que finalement, on pourrait sortir de tout ça et juste travailler sur la sororité, travailler sur l'amour, et tu vois, la frustration s'envole. Mais si tu prends une carafe d'eau, que tu la remplis, et que cette carafe, elle passe son temps à remplir les verres des autres, tu vas pas remplir la carafe, et ben, il y a un moment où elle va être vide. Si c'est toi la carafe et que tu passes ton temps à aller remplir les autres, à quel moment tu vas te remplir? Et c'est quand elle va être vide que là, tu vas faire un gros craquage alimentaire et que tu vas manger du fromage avec des raviolis froids. Mon Dieu, j'ai souvenir de ça à l'adolescence, de manger, d'avoir des espèces de folie alimentaire et de me jeter, tu sais, je faisais des régimes très restrictifs et de me jeter sur la nourriture et de manger les raviolis froids directement comme ça dans la boîte, tu vois, avec du gruyère froid. Quand je repense à ça, je me dis, voilà, tu vois où on va quand on passe son temps à, en plus, se comparer, en plus se dévaloriser, en plus se dire qu'on est moins bien que les autres. Et tout ce que tu te fais peser dessus, mais comment tu veux aller bien à un moment, ça marche pas. Moi, c'est pareil, il y a une de mes coachées qui avait en fait un problème dans son couple et en fait qui la faisait manger. Et à un moment, je lui disais, mais dis-moi ce qui se passe vraiment. Elle me dit, ben voilà, ça se passe bien avec mon compagnon, mais je n'ose pas dire ce que je ressens. Je dis, mais comment ça peut se passer bien si tu ne dis pas ce que tu ressens à ton copain? Non, mais en fait, moi, je veux qu'il aille bien. Une fois qu'il ira bien, moi, je pourrais m'autoriser à aller bien. Et en fait, sauf que ça avait un impact sur tout leur domaine de leur vie. Et moi, je leur dis, mais tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'es pas honnête avec lui et parce que je pense qu'on ne t'a pas autorisé à être honnête avec les gens. Et après, quand elle a commencé à travailler avec moi sur sa relation avec son couple, hein, à commencer à mettre des mots, à dire, bah voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça, j'aimerais bien que tu dises ça, j'aimerais bien. Je dis, oui, mais comment veux-tu que
ton copain fasse ce que tu dis, il n'est pas encore télépathe, hein, il n'arrive pas à lire dans ton cerveau pour savoir que tu as des manques et c'est peut-être pour ça que tu arrives moins à aller vers lui. Même si tu remplis ses besoins, entre guillemets, physiologiques, que tu le fais à manger et que tu l'aides pour les enfants, je pense que c'est un peu plus que juste 2 colocataires. Et donc, quand elle a commencé à parler, à dire vraiment ce qu'elle voulait, et ça, c'est très intéressant quand tu as dit que le livre de ta mère vous a déchiré, parce que c'était vraiment ça, parce qu'elle, elle me disait, mais j'ose pas dire parce que je veux vraiment, tu sais, il fait un travail difficile. J'ai dit, oui, mais toi aussi, tu fais un travail difficile, t'es mère au foyer. Donc, tu fais aussi un travail difficile. Clairement. Et donc, quand elle a commencé à dire les mots vraiment, bah, sa relation, elle a switché. Ils ont eu quand même une deuxième lune de miel. Parce qu'en fait, moi, et finalement, elle a commencé à perdre du poids parce que, en fait, elle s'est dit, ah bah, franchement, t'as raison. J'ai enfin, je me suis enfin, j'ai enlevé mon masque, en fait. Parce que moi, je dis, oui, tu portes un masque de perfection. Et je sais, parce que tu as l'impression que tu n'es pas légitime à dire, bon, on va travailler sur ça et tout. Et elle a enlevé son masque, elle a commencé à dire, bon, il est temps que je parle. Elle m'a fait, oui, mais ma mère, elle parle. J'ai dit, oui, mais toi et ta mère, vous êtes 2 personnes différentes. Elle a sa relation de couple. Toi, t'es qui tu veux être et tout ça. Et le problème, comme tu dis, c'est que la société et aussi bah, nous-mêmes, hein, nous renvoie des choses qui, soi-disant, doit être une femme. Mais en fait, pour moi, tu dois être ta propre vérité. C'est toi qui dois définir ta puissance féminine, ta féminité, si tu veux être sexy ou pas. Et il y a plusieurs types de sexy. C'est pas uniquement le sexy qu'on veut montrer. Et aussi, il y a ce que tu as besoin par rapport à ton alimentation qui est spécifique à toi. Et ça, c'est important de comprendre et que généralement, si tu te jettes dans l'alimentation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, en fait, tout simplement. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas un manque de volonté ou que tu n'as pas de motivation ou que tu n'as pas de résistance à l'alimentation, quoi. Genre parce que, non, c'est comme tu as dit très bien, quand tu passais dans une boulangerie, tu craquais, mais parce que ça n'allait pas. Maintenant, je pense que si tu passes une bonne boulangerie, tu la regardes, tu n'as pas envie, tu n'en as pas envie, quoi. J'ai appris à écouter mes envies, mes besoins. J'ai appris à faire de moi ma priorité. J'ai appris à me reconnecter à moi. Et tout ça, pendant 1000 heures pour moi, j'ai passé 2 ans en congé parental avec 3 enfants qui n'allaient pas à l'école, donc qui étaient H24 avec moi. Et ça ne m'a pas empêché de faire de moi ma priorité. Mm. Encore une fois, tu vois, quand tu deviens maman, tu te remets dans le sacrifice. Quand tu te mets en couple, tu te remets dans le sacrifice. Toutes les zones de nos vies sont prétextes à ce qu'on se sacrifie. Toujours. Alors, quand tu es consciente de ça, t'en sors et tu crées ta meilleure vie. Je voulais savoir si, quand tu étais dans la période où tu étais obèse, tu avais une obsession sur la balance. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés et de mes coachés qui sont amis avec la balance. Moi, je l'ai même vu, avant aussi, j'étais accro à la balance. Et savoir si ça avait un impact aussi sur ta journée. Des fois, ça peut aussi induire au fait que on peut aussi avoir moins d'estime de soi, comme tu l'as dit, ou moins confiance en soi, lorsque, par exemple, on n'arrive pas à atteindre un objectif parce qu'on est tellement concentré sur sa perte de poids ou tout simplement, même si on n'arrive pas à faire son régime, mais le fait d'être dans la balance, des fois, on se dit, ça nous permet encore de plus nous auto-saboter. Je me pesais tous les jours, le matin à jeun, à poil, et après avoir fait pipi. Carrément obsessionnel, ouais. Et il y a un moment où d'ailleurs, tu n'es plus un corps, tu n'es qu'un chiffre. S'il monte, t'es nul. S'il descend, t'es trop forte. Et je me résumais à ça. Alors aujourd'hui, je n'ai plus de pile dans ma balance depuis très longtemps et j'y pense même pas, tu vois, à me peser. J'ai gardé quand même cette habitude de me peser le matin à jeun. mais non, alors je me pesais pas après avoir mangé. Je sais qu'il y a des filles qui font ça. J'en étais pas là, mais ouais, je me résumais à un poids. Et le matin, quand tu te pèses, t'as grossi, toute la journée, tu vas penser qu'à ça. Et donc, comme tu vas penser qu'à ça, tu vas manger plus que d'habitude. Moi, j'avais cette phase-là aussi où je me pesais tout le temps, où en gros, je me pesais le matin et le soir, après, surtout quand j'étais à fond dans mon régime, je faisais un régime extrême. Je faisais un régime où j'étais encadrée par un coach sportif, mais voilà, c'était vraiment, et je me pesais tous les jours et vraiment,
absolument, il fallait que la journée du soir, que le chiffre du matin, malgré que j'avais mangé, soit les en dessous de celui-là que tu as évoqué. Donc, finalement, je m'auto-punissais en mangeant extrêmement peu parce que je voulais absolument atteindre. Je me suis dit, allez, il faut que je perde au moins 100 grammes, au moins 200 grammes. Et ça mettait une pression parce que et après, tu fais beaucoup plus de sport et tout, et tu rentres vraiment dans l'obsession parce que je me rappelle, à chaque fois, je m'offrais 2-3 bonbons, mais pas plus, quoi. J'allais vraiment m'acheter 2-3 bonbons. Et dès que je mangeais un peu plus de 3 bonbons, bah après, je me disais, bon, allez, je vais faire 3 heures de sport, quoi. J'ai mangé 3 bonbons, il faut faire du sport. Et maintenant, j'en rigole parce que je me dis, mais franchement, qu'est-ce que j'ai infligé à mon corps vraiment pour rentrer dans du 36? Et je l'ai fait. Mais finalement, c'était pas le Graal qu'on m'avait vendu, que la société te vend. À un moment, tu avais perdu du poids. On a préparé le podcast et tu m'as dit que quand tu avais perdu du poids, c'était pas là où tu avais vraiment retrouvé ton estime de soi. J'ai perdu du poids en 2007-2008. J'étais super contente et en même temps, je m'étais jamais sentie aussi fragile. C'est comme si j'étais à nu. Vraiment, tu sais, ces kilos m'enveloppaient d'une certaine réassurance. Tu sais, c'est toujours ce problème de contenance. Quand tu manques d'estime de soi, de toi-même, pardon, ce qui va te faire du bien, c'est d'être contenu. Donc finalement, ces kilos étaient contenants. Ce que je ressentais quand j'avais perdu ces kilos, c'est que j'étais plus contenue. Et là, ça a été une année très étrange. Une année où tout était beaucoup plus difficile, tout était beaucoup plus coûteux. Ma relation aux autres était très bizarre. Je m'estimais pas du tout. Et du coup, comme en même temps, j'avais bien conscience que dans le regard extérieur, c'était différent, j'agissais différemment de ce que j'avais comme habitude. C'était pas une période dans laquelle je me sentais bien, plutôt au contraire même. Et d'ailleurs, j'ai repris très rapidement le poids que j'avais perdu. Mais avec les kilos bonus. Toujours. Toujours. Pourquoi tu emploies ce mot fragile? En fait, fragile, tu sais, je pense que pour exister, notamment à l'adolescence, pour exister, il y a un moment où tu enfiles un masque. Pour correspondre à ce qu'on attend de toi, pour appartenir à un groupe, pour être reconnu, apprécié, faire partie des gens les plus populaires. Enfin, chacun a ses objectifs, mais on porte tous un masque. Et ce masque-là, c'est comme si, tu sais, moi, j'ai plus vu ça comme une espèce d'armure. Et l'armure, elle s'est fissurée avec la perte de poids. Et il y a des choses que je voulais pas voir atteintes et qui étaient atteignables. Je le sentais. Et donc, du coup, ma manière d'agir, c'est une époque où, par exemple, je me souviens, je faisais beaucoup de bruit. Je bougeais beaucoup. Tu sais pas, pour compenser et pour continuer à tenir les autres à distance. Il aurait été plus intelligent que je travaille d'abord sur ça et que je me comprenne mieux. Mais je pense qu'à cette époque-là, je pouvais pas. Je pouvais pas atteindre ce niveau de compréhension que j'ai eu par la suite. Niveau de compréhension de moi-même. C'est pas grave en soi, c'est hyper enrichissant de te dire, bah voilà, parce qu'on a tendance à dire, ouais, si j'avais su, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, puis vas-y, reflagelle-toi un petit peu parce que tu te fais pas assez de mal au quotidien encore. Je crois juste que on fait de notre mieux et puis quand on sait mieux, on fait mieux. Mais à cette époque-là, j'avais pas d'autre outil que de chercher à perdre du poids et finalement, j'étais pas plus heureuse, quoi. Ouais, non, moi je comprends ce que tu dis parce que avant j'étais là, j'ai fait, j'ai perdu, j'ai repris, j'étais toujours à me flageller. Et maintenant, en fait, je remercie cette prise de poids. Et ça, déjà, ils vont dire, oh, elle est folle. Alicia, t'es folle. En fait, je remercie parce que ça m'a permis, en fait, d'apprendre à plus me connaître et à comprendre qui je suis. Et à aller chercher la sécurité en dehors de mon alimentation. Et je pense que c'est pour ça que je ne mange plus mes émotions depuis maintenant 4 ans. Parce que, en fait, si je n'avais pas repris ce poids-là, je pense que je ne serais pas coach aujourd'hui. Je pense pas que je serais coach, je pense que je serais toujours chercheuse dans mon laboratoire, à faire des petits tâches, et même si j'adore la science, mais je préfère quand même mon métier de coach. Et je pense vraiment que ça m'a apporté en fait à me dire que il y a quelque chose qu'il fallait que je comprenne, que j'étais pas prête quand j'étais mince, que finalement en fait, que même quand j'étais mince, je ne m'aimais pas. Et là, dans cette découverte que j'ai maintenant avec mon poids, le fait de se dire, bon, ça y est, il n'y a plus l'alimentation comme béquille, parce que c'est quand même une béquille, parce que, mine de rien, l'alimentation, c'est un peu, comme je dirais,
c'est un peu une béquille, c'est un peu quelque chose que quand on va pas, on mange pour se couper rapidement de ses émotions et puis se dire, ah, c'est bon, voilà. Mais maintenant que tu le fais plus, tu dis, bah, tu es face à toi-même, face à tes peurs, face à tes angoisses, face à vraiment te poser la question, mais qui tu es? Est-ce que tu es la personne que les gens veulent te définir, c'est-à-dire la femme ronde, toujours souriante, toujours à dire oui, 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 à t'oublier, toujours être là être là à 3 heures du matin ou à minuit quand une copine t'appelle, ou bien tu as vraiment envie d'être toi? Est-ce que tu as vraiment envie, et même si ça ne plaît pas, c'est pas grave, tant que tu es toi, c'est bon. Et je pense que ma prise de poids m'a fait comprendre ça, m'a fait comprendre en fait que il est temps que tu sois toi, il est temps que tu t'aimes, que tu aimes ton corps, que tu puisses dans ta puissance féminine pour vraiment créer ta propre vérité, vraiment créer ta voix qui est parfaite pour toi. Et tu verras qu'une fois que tu arriveras à ce stade-là, ton ego est apaisé et tu vas perdre ton poids. Et je le vois avec toutes mes clientes que quand elles font ça, elles perdent du poids, mais elles ne se rendent pas compte. Et franchement, je me dis, mais finalement, si je n'avais pas repris ce poids-là, j'aurais jamais fait mon métier de coach et j'aurais jamais transformé la vie. C'est pas moi qui a transformé, c'est elle-même. Hein. Moi, je suis juste le catalyseur. Le fait de les aiguiller, le fait de comprendre et le fait de se dire qu'elles sont plus seules, quoi, qu'elles comprennent quelqu'un qui a vécu comme elles ont vécu, je me dis, bah, c'est pour ça que tu as pris du poids, en fait. C'était pas parce que tu étais moins importante quand tu faisais comprendre ou parce que tu devais ressembler à Pierre-Paul Jacques. Non, parce que je pense que si j'aurais été encore marre, je ne pense pas que j'aurais fait mon podcast. Et comme tu l'as très bien dit, cette protection, elle te protège. Mais même quand tu enlèves cette protection, si tu n'es pas prête, tu la reprends en fait. C'est ça, et puis on peut se célébrer aussi, tu vois. Ouais. Chaque étape de ma vie, et tu vois, quand je conscientise ce que je vis aujourd'hui, quand je prends un tout petit peu de recul là, parce que ces derniers temps, c'est devenu complètement dingue, chaque étape m'a amenée là. Ma destinée, elle était déjà écrite. Quand je regarde l'enfance que j'ai eue, les codes que mes parents m'ont amenés, l'expérience que j'ai vécue enfant, aujourd'hui, je me dis, mais tout était écrit. Et j'ai eu besoin d'aller tester des choses à gauche et à droite pour me recentrer, pour vraiment prendre la mesure de ce qui me correspondait pas. J'ai eu besoin de faire comme ça et aller vers ce qui me correspond. Et c'est d'accord, tu vois, j'ai pas besoin de juger. Au contraire, chaque étape et chaque échec et chaque remise en question, je l'accueille avec plein de bienveillance. Et je me dis, bah voilà, on peut célébrer aussi même nos échecs. Chacun de nos échecs va nous amener la vie d'après. La seule chose qui t'éloigne de ta vie idéale et de ce que tu veux vraiment vivre, c'est de repousser la prise de décision. Chaque jour où tu prends pas une décision, tu fais pas les choses, ça t'éloigne de ça. Imagine que tu as envie de piloter des avions. Chaque jour, tu te dis, je vais le faire et tu procrastines le moment où tu vas pas prendre ton téléphone pour appeler. Chaque jour, t'éloignes de ce rêve de conduire un avion. Et que tu fais des âneries et qu'on te dit, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas grave si tu l'auras au moins fait. Non, mais surtout que pour moi, c'est pas des échecs au final, parce que finalement, tu apprends un peu plus quelque chose de toi. Peut-être que ce chemin-là n'était pas fait pour toi, mais peut-être qu'il y a un autre chemin qui est mieux pour toi, ou même peut-être que c'est le bon chemin, mais peut-être que tu as mal fait. Donc, finalement, le fait de tester, d'expérimenter, et c'est vrai que moi, je l'ai trouvé ça dans la science que je fais en recherche, tu cherches des trucs, et je l'ai retrouvé ce côté-là dans l'entrepreneuriat, où finalement, tu testes. Mais l'entrepreneuriat, mine de rien, c'est vraiment un canal pour travailler son développement personnel. Ah bah c'est clair que 1 an d'entrepreneuriat, c'est 10 ans de développement personnel que tu absorbes. Tu peux plus te cacher, c'est vraiment ça, tu peux plus te cacher. Et je pense qu'aussi on peut le faire même si vous n'êtes pas entrepreneur, ne vous inquiétez pas, c'est possible. Mais vraiment dans l'entrepreneuriat, je pense moi en tout cas j'ai eu une claque en me disant mais en fait tu ne peux plus te cacher quoi. C'est genre mon évolution en tout cas par rapport au podcast et je tiens encore à vous remercier parce que comme je dis c'est pas ma réussite, c'est notre réussite. D'avoir plus de 4000 abonnés, je me dis, mais c'était quand j'ai commencé à me livrer, c'est là où ça a explosé. Alors que j'ai jamais l'habitude de parler de moi. C'était vraiment, je me dis, mais parler de moi, ça sert à rien. Et finalement, quand tu parles de toi et que les gens se reconnaissent en toi et s'identifient et que tu dis, bah, finalement, je suis pas la seule à avoir cette vision-là, peut-être en avoir marre et tout ça. Et tu vois que les gens adhèrent à ta vision et tu dis, bon, bah, il faut que je travaille sur moi. Parce que si c'est ça que les gens veulent, bah, tu peux plus te cacher. Tu peux plus te dire, bon, un truc de façade,
ça va aller. Non, parce que les gens ne veulent plus le bullshit, ils veulent vraiment l'authenticité. Et pour être authentique, t'as pas le choix. Il faut creuser en toi, il faut chercher, comme on dit en anglais, le shadow side, c'est-à-dire le côté négatif, hein, c'est-à-dire des zones d'ombre, qu'il faut accepter, qu'il faut vraiment creuser, parce que des fois, ça te bloque dans ton business ou que ce soit même pas dans ton business aussi, dans ta vie personnelle. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça te fait ça, quoi. C'est que tu as une porte et tu dis, mais vas-y, il faut que je travaille. Et si ça passe pas par la porte, rentre par la fenêtre. Pas grave. Et il y a toujours un moyen d'y arriver. Mais quoi qu'il en soit, on a toutes quelque chose à révéler. Que tu sois entrepreneur, que tu sois... Enfin, tu vois, j'ai des clientes qui sont cadres, j'ai des clientes qui sont dirigeantes, j'ai des clientes qui sont entrepreneurs, j'ai des clientes qui sont mamans, j'ai des clientes qui sont pas mamans. Peu importe, on a tout un potentiel à révéler. C'est ça. Mais tant que tu ne te connais pas, que tu n'as pas fait la paix avec tes peurs, parce que toi, tu parles de dark side, mais il y a aussi les peurs, tu vois, qui nous empêchent de rayonner. Si tu as peur, tu sais, il y a quelque temps, j'avais peur de ma puissance. Et j'osais pas révéler cette puissance intérieure que je sentais, ce feu sacré intérieur que je sentais parce que j'avais peur qu'il soit tellement grand que j'arrive plus à maîtriser, tu vois. Et il y a quelques semaines, quelques mois, je me suis dit, mais arrête avec ça. Arrête avec ça, parce que finalement, la seule personne que tu desserres, c'est toi-même. Et tant que la peur, elle n'est pas traitée, bah, tu vas rester à te dire j'y vais pas, j'y vais pas. Faire des petits allers-retours. Et c'est pas grave, parce que tant que t'es pas prête, ça va pas le faire. Mais tant que t'es pas prête, c'est le moment d'aller chercher des outils pour y arriver. Moi, je sais que j'ai encore cette phase j'y vais pas. Et en fait, le fait de se dire que il est temps, je le vois parce que en ce moment, il y a des côtés où genre je n'arrive pas à aller. Et en fait, lors de notre dernière séance, hein, je suis très transparente avec vous. Là, j'explore dans les émotions où je n'ai pas l'habitude d'aller, où c'est inconfortable. Et je pense que j'en ai besoin pour évoluer. Et en fait, finalement, j'avais peur d'y aller, mais je me sens tellement puissante d'y aller alors qu'avant, j'aurais dit non, j'aurais pris un gâteau ou des bonbons, j'aurais mangé, j'aurais dit allez, on verra ça plus tard, hein. Maintenant, je me dis, non, en fait, je suis forte, je peux y aller, en fait. Il n'y a pas besoin, tu as peur de quoi, qu'est-ce qui va se passer? Et oui, c'est vraiment inconfortable. Je vais pas vous mentir, je vais pas dire, ouais, c'est cool, promenade de santé, tout ça. Non, c'est vraiment le fait de me dire que je sais que j'y vais, c'est pour une bonne raison, pour que je sois plus puissante et que je trouve ma propre vérité. Parce qu'il est temps qu'elle se réveille, qu'elle s'ouvre. Et je sais que si toi, tu nous écoutes, tu es peut-être dans ce cas-là à te dire, oui, mais moi, j'ose pas. Tu peux le faire, tu n'es pas toute seule. Si tu n'arrives pas, n'hésite pas à t'accompagner, soit avec Blandine, soit avec moi. Je vous amène que des invités de qualité, donc n'hésitez pas à les contacter ou juste à envoyer un message, c'est déjà le premier pas. N'hésitez pas. Et vraiment, des fois, on reste seul dans notre coin, on a l'impression que ça va pas, qu'on se dit oui, ça va être peut-être le blocage de l'argent ou le blocage de n'importe quoi. L'argent, c'est juste un détail. Vous allez me dire oui, mais non, c'est juste un détail parce que quand tu veux vraiment évoluer, quand tu es prête, tu vas trouver des solutions. Ton cerveau, il est là pour te protéger. Il va trouver des solutions pour toi pour que tu puisses avancer. Mais si tu n'es pas encore prête, c'est pas grave. Le fait déjà d'écouter des podcasts, ça va te faire déjà évoluer et avancer. Mais on va regarder Blandine. Elle a évolué, elle a libéré son feu sacré. C'est possible. Regardez-moi, j'ai commencé, on est podcast, on n'était que 63. Maintenant, on écoutait 500 personnes par mois. Si moi, je peux y arriver, vous aussi, vous pouvez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Que ce soit, par exemple, vous voulez pas perdre du poids, mais vous avez peur d'écouter votre voix intérieure. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire, vous êtes fort, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Et quand tu as eu des déclics, c'est-à-dire quand tu as eu ce déclic-là de croire en toi, comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans l'autre sens. Je te disais, donc j'avais pris beaucoup de poids, donc j'ai pris du poids au moment de notre mariage, que je n'ai pas perdu évidemment après. J'ai été enceinte, j'ai pas pris, pour le coup, mes grossesses, c'est pas là où je prends le plus de poids. Contrairement à d'autres, ma première grossesse, j'ai pris 9 kilos, la deuxième 8 et la dernière 7, tu vois. Mais j'ai été opérée après mon premier fils. Après sa naissance, j'ai pris du poids. Et il y a eu un jour où il était un petit peu plus grand, on jouait dans sa chambre, j'étais assise par terre et j'ai eu vachement de mal à me relever. C'est là que je me suis dit, là, c'est plus possible. Rappelle, secoue-toi, quoi. Fais quelque chose.
Je me suis relevée, j'ai pris mon portable, j'ai appelé le médecin. Je lui ai dit, il faut que je vous parle. Et c'est urgent. Il m'a pris dans la demi-heure qui a suivi. Il a été au top ce jour-là. Et je lui ai expliqué mes problèmes de poids depuis l'enfance. Le fait que je m'autorisais pas à le perdre et que quand je perdais, je reprenais systématiquement, que j'en étais à une dizaine de régimes qui s'étaient tous terminés de la même façon, que j'en pouvais plus et que là, je me sentais prête. J'avais envie, je voulais avoir une opération de l'estomac parce que j'en pouvais plus. Parce que j'en pouvais plus de me battre contre moi, j'avais besoin d'un truc qui m'aide. À partir de là, c'est quand j'ai repris les choses en main, quand je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je suis capable de dépasser ça parce que bon, j'ai fait d'autres choses avant, tu vois. J'ai été harcelée dans un boulot. J'avais aussi vachement pris de poids à cette époque-là. J'avais surmonté ça. J'avais eu des éloges par la direction quand même. J'ai ensuite monté mon entreprise. Ma première boîte, je l'ai créée, j'avais 23 ans. Moi, je savais que je voulais entreprendre. C'était ça que je voulais faire quand j'étais au lycée déjà. Quand j'allais voir la conseillère d'orientation, je lui disais, mais moi, je veux être chef d'entreprise. Elle m'avait dit, c'est pas un métier. Oui, parce que je savais pas dans quel domaine. Mais en fait, moi, je voulais juste, je voulais être à mon compte et je voulais être chef d'entreprise. Je voulais être CEO. Moi, je voulais pas aller travailler pour quelqu'un. Je voulais la responsabilité. Donc, je sentais, tu vois, encore une fois, ce truc à l'intérieur, là, qui voulait pas sortir. Et ces jours-là, je me suis dit, t'arrives pas à te relever là maintenant, ça suffit. Ça suffit de te trouver des excuses, ça suffit de pleurnicher sur ton sort, ça suffit de d'être victime de tout, de n'importe quoi et de toi-même en priorité. Vas-y, bouge ton cul. J'ai vu le médecin en mai, j'ai été opérée en septembre. En fait, je me suis bien débrouillée pour prendre mes rendez-vous. Et comme il y avait aucune raison que ça le fasse pas et que j'étais dans une petite ville, donc il n'y avait pas plein d'attentes. Tu sais, ce qui retarde les opérations, souvent, c'est l'attente. J'étais assez consciente d'un certain nombre de choses. J'avais découvert, par exemple, que j'étais au potentiel et hypersensible quelques mois avant l'opération. Donc, quand je suis allée voir la psy, elle m'a dit, bon, bah, je comprends. Elle était spécialisée dans les adultes au potentiel. On a beaucoup discuté là-dessus. Et finalement, bah, ce que je pensais qu'elle allait bloquer, c'était la psy. Et c'est elle qui a dit, moi, je vous mets mon banco. C'est sûr que ça va le faire pour vous. Et mon déclic, il a été à partir de là. Et puis après, j'ai eu d'autres événements. J'ai eu un deuxième fils qui a été un tsunami. Alors, autant l'aîné, ça a été le tsunami émotionnel parce que là, il a bousillé complètement la carapace. Hein. La dépression, pour moi, elle est venue de là. Si tu veux, j'avais cette carapace, cette armure autour de moi. Lui, il est arrivé, il a tout bousillé parce que pour que je puisse connecter avec lui, il fallait que l'armure, elle s'en aille. Ouais. Sinon, j'arriverais jamais à connecter avec lui. Le deuxième est arrivé, il a ravagé toutes mes certitudes. Là, ça a été encore une fois on appelle ça la matrescence. Hein, tu vois, on connaît l'adolescence et la matrescence, c'est ce que tu vis après la naissance de ton enfant en termes de chamboulement émotionnel et psychique. Et là, je me suis dit que je pouvais pas rester à être. Donc, j'avais perdu du poids entre mes deux fils. J'étais opérée après mon premier. J'ai donc été enceinte 9 mois après le bypass. Hein, j'avais perdu 50 kilos et j'étais enceinte dans la foulée. Je pensais pas que ça prendrait si vite. Je m'étais dit, t'as perdu du poids, ça va pas marcher. Et ben, banco, ça a marché tout de suite. Et j'ai eu une grossesse un peu fatigante, faut dire, mais voilà. Et lui, il est arrivé. Et puis, la perte de poids, plus lui, plus un enfant qui était vraiment atypique en termes de comportement, en termes de, voilà, ça, il secouait un peu tout le monde parce que tout le monde, ouais, non, mais t'as qu'à faire ça. Moi et mes enfants, ça a marché. Bah, s'il te plaît, non, en fait, tu vois, je le sais, ça marche pas. J'ai repris confiance en moi. Et je me suis dit, tu peux pas continuer ce boulot qui va à l'encontre de tes valeurs. Ça n'allait plus ce que je faisais. J'étais instite à ce moment-là. Je sentais que ça allait pas. Et j'ai eu des déclics successifs. La naissance de ma fille, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Je me suis dit, t'es sa mère, t'es sa référence féminine. Tu ne peux pas lui donner le modèle de quelqu'un qui se sacrifie et qui ne fait pas quelque chose qui lui plaît. Puisque mon mari avait entre-temps changé de boulot. Il faisait 7h30, 20h à peu près, 7h30, 19h30. Moi, je faisais la maman, je travaillais, je m'occupais de la maison, je m'occupais de tout. Il se mettait les pieds sous la table. C'était invivable et je voulais pas vivre comme ça. Et les déclics sont arrivés successivement. Et le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, le fait d'accepter de faire ce que je voulais vraiment et de me laisser porter par ce feu-là. Après, c'est même plus de l'ordre du déclic. Si tu veux, il y a un moment où c'est de l'ordre du grain de sable. Tu regardes, tu te dis voilà, j'en suis là, paf, tu le jettes parce qu'il t'intéresse plus. C'est plus ce qu'on fait avec toi. Toi, tu dis, on va creuser loin. J'ai pas l'impression qu'avec toi, j'aille creuser loin. J'ai vraiment l'impression que juste le travail, il est fait déjà en amont en termes de développement personnel, d'estime de toi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On va dans le détail. On n'est plus à faire du gros tricot. On est vraiment à faire de la dentelle délicate pour t'amener à ta puissance. C'est normal. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, ce que tu expliques, en fait, c'est que c'est vraiment la notion où, en fait, il y a un moment où tu avais ton poids et tu as dit, oh, c'est stop. Mais à un moment, tu t'es carrément détaché de toi pour te dire, il faut que je sois un bon modèle pour ma fille. Donc, au final, ton moteur a été ta fille et non plus le fait d'atteindre une minceur. Enfin,
un poids particulier, tout ça. Et ça, c'est bien, je trouve que c'est une vraie motivation. Mais aussi, c'est que tu n'as pas eu peur de te relancer dans une deuxième entreprise alors que Alors, j'ai pas eu peur. enfin, entre guillemets, tu t'es risqué à faire une deuxième entreprise alors que tu as eu un échec. Et c'est ça aussi que, comment tu as fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient stoppés, qui auraient dit, ah non, j'ai raté, je reste comme ça. Quand tu échoues, tu as deux solutions. C'est soit tu te dis, je ne suis pas faite pour ça, donc j'y vais plus. C'est une possibilité. Ou alors tu sais pourquoi est-ce que ça t'a attiré. Tu sais aussi, tu as conscience des raisons pour lesquelles tu as fermé. Moi, j'ai pas fermé parce que je n'étais pas bonne. Je n'ai pas fermé parce que c'était un échec. Je n'ai pas fermé parce que j'étais nulle. J'ai fermé parce que j'ai ouvert une boîte avec des grandes ambitions à 23 ans, avec un énorme crédit sur le dos, avec 10 salariés qui bossaient tous les jours. Et je ne faisais pas 0 de chiffre d'affaires en face. Je faisais 15 000 € de chiffre d'affaires par mois à ce moment-là, ce qui n'est pas énorme pour une petite boîte, mais c'était une société avec un local, avec une agence. Enfin, tu vois, c'était un gros projet absolument énorme qui me dépassait d'ailleurs un peu, tu vois, avec le recul. J'avais pas mal de peur, mais c'est surtout que je n'avais pas de trésorerie. Quand on a fait avec le comptable à cette époque-là le bilan, enfin le bilan prévisionnel, il avait prévu de la trésorerie, il n'avait pas prévu que je décollerais pas aussi vite. Et déjà, j'avais fait revoir son prévisionnel en disant « Vous allez trop vite, je suis sûre que ça ne va pas aller aussi vite. » J'ai fait de mon mieux, mais le prévisionnel était calqué sur d'autres agences, mais qui étaient plutôt en région parisienne. Et moi, j'étais dans la campagne en Picardie. Rien à voir en termes de revenus, rien à voir en termes de population, rien à voir en termes de nombre de gens. Et j'ai pas eu il y a eu un moment où j'avais dépensé toute ma trésorerie dans les différentes choses qu'il fallait payer. Et quand l'URSSAF est venu me dire « Toc, toc, madame, il faudrait payer l'URSSAF », j'avais pas un rond pour payer l'URSSAF. La banque m'a dit « Non, on vous suit pas. Là, il n'y a pas assez, il y a pas de trésorerie, il n'y a rien. Vous galérez un peu. Franchement, le mieux, c'est d'arrêter. » Et donc, voilà, j'ai arrêté parce que c'était ça ou les salariés qui allaient se retrouver dans une situation compliquée. Mais j'avais conscience d'avoir réussi des choses quand même si c'était pas abouti. Je l'ai jamais vu comme un échec. Je l'ai vu comme un moyen d'apprendre, comme une chouette expérience parce que je me suis bien amusée. J'ai été désolée de déposer le bilan parce que c'est jamais agréable, mais je m'en suis super bien sortie. 2 mois après, j'avais retrouvé un travail. J'étais institut remplaçante. On m'a proposé déjà dès le départ de faire les remplacements. C'est moi qui ai dit attendez, moi j'ai besoin de mettre mes papiers à jour d'abord. Je suis pas du genre je suis quand même du genre assez perfectionniste, tu vois, même dans les coachings, je passe mon temps à améliorer toujours les process, etc., pour apporter toujours davantage à mes clientes. C'était déjà comme ça et je ne l'ai pas vu comme un échec. Donc, tu te relances une deuxième fois. Après, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui a merdé? Qu'est-ce que j'ai appris? OK, peut-être je vais me débrouiller pour commencer sans un local, sans des salariés. Peut-être que je vais choisir le statut d'auto-entrepreneur, ne serait-ce que parce que les charges, elles sont moins lourdes. Et tu te rends compte que là, tu as appris. Et en 1 an, j'ai appris plein de choses parce que les coachings que je proposais au démarrage, même si finalement ma thématique était exactement la même qu'aujourd'hui, j'ai affiné la manière dont je voyais les choses aussi. Et j'ai progressé, j'ai grandi. J'aurais pu rester comme il y a 6 mois. Et moi, j'ai ce besoin-là d'apprendre, ce besoin-là de progresser tout le temps. Moi, je comprends. Mais moi, j'adore apprendre. Moi, je suis accro à tout ce qui est transformation, le syndrome du phénix, le fait d'apprendre. Et je pense c'est pour ça aussi que je me suis d'abord rapprochée de la science, parce que la science, tu es obligé d'apprendre tout le temps. Enfin, les chercheurs sont des éternels étudiants. Donc, il y a des conférences, tu dois apprendre, tu dois toujours lire des articles et tout ça. Et pareil, le fait aussi, je savais qu'il y avait un moment où je devais être mon propre patron, mais je n'avais pas conscience de ça. Je savais que je me dis, je ne vais pas terminer tout ça dans la science, parce que pour moi, il n'y avait pas de transformation assez rapide. C'est trop dans le long terme, trop dans le concept. On te bloque dans tes idées. C'était vraiment très cadré et tout ça, tout ça. Et puis, après, quand j'ai compris que je voulais être mon propre patron, j'ai cherché, j'ai tâtonné, et je savais que je voulais un truc qui était destiné aux femmes qui étaient comme moi, qui n'osaient pas. Et le fait de voir plein de femmes qui se transforment, qui évoluent, qui réussissent, parce que c'est vrai que le monde entrepreneuriat, c'est très masculin. Enfin, maintenant, ça commence à se transformer, c'est très masculin. Et c'est vrai que généralement, et même tout ce qui est salariat aussi, parce que même dans la recherche, généralement, les directeurs de recherche, c'est très masculin, c'est les hommes. Il y a commence à avoir beaucoup de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont et moi je me dis, mais en fait moi aussi j'ai envie d'être un chef, mais j'ai pas envie d'être directeur de la boue, quoi. J'avais pas envie de ça, j'avais envie de faire un truc qui était oui, j'étais chef, mais
quelque chose qui aidait vraiment les femmes, quoi. Parce que bon, même si je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent, hein, et vous êtes libres d'écouter, ne vous inquiétez pas, hein, on ne vous rejette pas. Euh, et, euh, et en fait, je me suis dit que le fait de se faire accompagner m'a permis en fait de comprendre que bah, c'était possible. Et de voir des femmes d'exception, comme tu appelles ça, qui progressent, qui évoluent, qui s'autorisent à croire en elles et à briller, je me suis dit, waouh, c'est cool, quoi. C'est trop bien. Et donc, en fait, je me suis dit que il faut absolument bah, oser briller. Et ça m'a donné aussi le coaching comme ça. Et en fait, et moi, en fait, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est que malgré, enfin, tu as déposé le bilan, mais ça y est, tu t'es relancé et tu te transformes et tu évolues. Et ça, je trouve ça super génial parce que c'est le truc qui me fait vibrer, quoi. De me dire, ah, ça y est, on s'arrête pas à un échec et tout ça. Et même quand je vois mes coachées, ça me fait vibrer parce que elles sont là au début, elles sont un peu comme des petits oisillons, des oiseaux, des bébés oiseaux. Et après, elles prennent leur envol et je me dis, waouh, c'est magnifique, quoi. Elles se transforment, quoi. Elles sont comme des phénix, et j'adore ça. Et quand après, tu les vois évoluer, elles sont là, elles sont, ouais, je suis belle, je me pèse plus, tout ça. Tu dis, waouh, c'est trop cool. Et moi, c'est ça que j'adore dans la transformation, le fait d'évoluer, le fait de se dire, bah, voilà, je croyais pour moi, mais je sais qu'au fond de moi, c'est possible, quoi. Et en fait, on sort de la victimisation, on passe tous par là. Et même des fois, on peut encore l'avoir. C'est normal, c'est humain, hein, c'est quand même ton cerveau qui te protège. Mais le fait de sortir ça et de croire, de se dire, bah, ça y est, moi, il est temps, je suis capable, je pose le point haut ou le point bas, peu importe. Et ça y est, j'y vais. Et ben, je pense que tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable. Ça, c'est une certitude. Après, on est, comme tu disais, dans un monde qui a été créé pour les hommes et par les hommes. Ce paradigme-là, il me dérange depuis longtemps. Quand j'explique à mes parents ce que je fais, ils ne sont pas surpris, tu vois. Ce paradigme masculin, il est voué à être détruit. Et il va se détruire tout seul. Et ce dont je suis convaincue, c'est qu'on peut s'élever, on peut se placer au-dessus et créer ce paradigme au féminin qui va mêler effectivement des actions concrètes. On ne pilote pas une boîte, on ne dirige pas une équipe, on ne dirige pas sa vie, on ne maîtrise pas sa vie juste sur du blabla et sur de l'émotionnel. Par contre, il y a toute cette partie émotionnelle, il y a toute cette partie reconnexion et cette partie force aussi, tu vois, quand tu disais tu as osé, mais en fait j'ai osé, mais disons que celui qui va me coller les deux genoux par terre, il est quand même pas né, tu vois. Et c'est comme ça que je fonctionne au quotidien, donc à la fois avec beaucoup de force, et en même temps, je ne le fais pas dans la force et dans la violence, c'est quelque chose que je ressens, et je sais que personne ne me mettra les deux genoux par terre, ben non, parce que mon feu sacré à l'intérieur, il est là, j'en prends soin, et en même temps, bah, voilà, comme tu dis, on est double, on est à la fois un chevalier et une déesse, on est les deux, et c'est plutôt normal. Mais ce nouveau paradigme-là, c'est pas évident pour tout le monde d'entendre que ça existe et que c'est une réalité et que c'est possible. Ah oui, moi je le vois. Moi je le vois même dans mes abonnés qui sont, enfin surtout dans la vague de mes abonnés que j'ai, c'est que elles sont très concentrées sur le poids, le poids, le poids. Et moi je leur dis, mais pour moi le poids c'est juste on va dire un accessoire, quoi. C'est juste quelque chose que je prends pour savoir si tu es en accord avec toi-même, si tu es bien, parce que pour moi, le poids, c'est, on va dire, ouais, c'est qu'un chiffre, quoi. Et après, j'ai dit, je comprends, j'entends ta douleur, qu'on voit le poids, c'est important, mais pour moi, en fait, le poids, c'est la conséquence de tes mal-être. Et en fait, le problème, c'est que, je vais mettre en parallèle avec le poids pour expliquer, c'est que on nous a tellement appris que comme tu dis très bien, dans le monde qu'on est, c'est patriarcal, mais dans le monde, par exemple, nous, les femmes, c'est le poids qui est important. Donc, le poids est important dans toute ta vie est basé sur ton poids. Que tu sois, soit bébé ou adulte, on te pèse tout le temps. Tout le temps. Donc, le poids devient un truc, tu as même des IMC, tout ça. OK.
Et moi, je suis scientifique, je sais que c'est important. Mais en fait, c'est pas ça qui te définit, en fait. Et le problème, en fait, c'est que on te fait tellement croire, il y a tellement des nouveaux régimes qui sortent tous les jours, hein, c'est hallucinant, que en fait, ton poids te définit. Que si tu restes concentré sur ton poids et que tu vas atteindre ton poids, ça y est, tout va être libéré. Et je pense que c'est pareil dans le monde où on vit, c'est si tu travailles dans la force, si tu es une guerrière, et moi, c'est mon guerrière qui me dérange beaucoup, parce que le guerrière, c'est vraiment mon petit force. Donc, si tu es une guerrière, ça y est, tu es à fond dans tes énergies masculines, hein, tu es dans le faire. Il faut que tu montres que tu es la meilleure, il faut que tu montres les chiffres, il faut que tu montres que tu réussis. Ça y est, là, tous tes problèmes vont arriver. Non, pour moi, on peut aussi arriver avec de la douceur, en étant soi-même, en augmentant sa puissance limite, en balançant avec ses énergies masculines, parce que tu dis très bien qu'il faut aussi avoir de la stratégie, hein, c'est ce qui est normal, hein, parce que bon, l'émotion, voilà, et je pense que surtout quand tu es hypersensible et empathique, il faut trouver un moyen que ça te correspond. En tout cas, moi, je suis persuadée que quand tu es empathique et hypersensible, ça te correspond pas, en tout cas. Moi qui suis comme ça, ça ne me correspond pas. Et surtout aussi, en plus, je suis multipotentielle. Je ne peux pas. Le côté faire. Alors, si tu me dis faire, ah oui, genre, ça, je sais faire, hein, mais je m'éparpille. Donc, ça ne sert à rien. Et je trouve on peut réussir sa vie et être épanoui en balançant tes deux énergies masculines et féminines, ou voire en augmentant ces énergies féminines qui ont des énergies féminines très basses, pour, en fait, attendre la vie que tu veux et créer ta vie que tu veux, sans attendre, en fait, que tu sois toujours une guerrière quand tu demandes. C'est trop. Enfin, on n'est pas des guerrières. Enfin, au bout d'un moment, quand tu prends ton arc et tu quittes tout le monde, ça fait quoi? Ça t'apporte quoi, en fait? Rien. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et chacun peut être, en fait, tu peux être toi-même sans être emporté la carte de la guerrière. Enfin, moi, je vois plein de comptes et j'arrive pas à comprendre pourquoi qui me place en tant que guerrière. Pourquoi? Moi, je comprends pas. Je pense que c'est une habitude sociétale et encore une fois, chacun fait avec les outils qu'il a à l'instant T, tu vois. C'est là où, quand tu es coach, j'ai des fois des filles qui s'excusent et je leur dis, mais non, mais moi, je ne peux pas juger. Je suis qui pour juger un autre être humain, tu vois. Alors, parfois, les situations, il faut mettre le doigt dessus en disant, là, quand même, ça ne te sert pas. Mais le jugement, c'est trop horrible, ce truc-là. Alors après, voilà, on vit dans un monde où on a l'habitude d'être jugé, donc on pense que c'est logique. Mais en fait, non. Ah non, moi, je ne juge pas les femmes qui disent qu'on doit être des guerrières. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi on doit être des guerrières. Non, je le disais dans l'autre sens. C'est en gros, si tu n'es pas une guerrière, ça ne va pas. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est conflictuel. Et encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme ce monde a été fait pour les hommes et par les hommes, les femmes entre elles, pour essayer d'exister, un grand nombre vont essayer de reprendre ces codes-là et je suis convaincue que ce paradigme est terminé. Oui, je pense aussi. Enfin, moi, je suis convaincue. En tout cas, moi, je pense que quand j'étais, si je prends dans ma vie, toutes les phases où j'étais dans le faire, dans le don, j'étais beaucoup plus épuisée émotionnellement, fatiguée tout le temps, je dormais mal. J'étais beaucoup plus dans la compensation alimentaire que maintenant. Maintenant, je suis plus dans l'être, je suis plus dans moi-même. Ça fait peur, hein, parce que finalement, c'est quand même une barrière hein, d'être toujours dans le faire, toujours dans l'action. C'est quand même une sorte de protection, parce que finalement, tu dis ça marche pour les autres, tu veux rentrer dans des moules, et donc tu portes ce masque là où tu dois toujours donner, toujours faire. Mais quand tu commences à dire, bon, ok, ça marche peut-être pour vous, mais peut-être pour moi, c'est pas bon, donc je vais peut-être je vais ouvrir une autre porte. Mais depuis que je suis dans l'être, depuis que je m'écoute et depuis que j'arrive vraiment à chercher qui je veux être vraiment et qui je suis, eh ben, l'alimentation, c'est secondaire, quoi. J'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de défis. Mon entreprise évolue et j'ai moins ce mécanisme aussi, je l'ai toujours, hein, d'auto-sabotage où avant, je m'auto-sabotais tout le temps, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui était là en moi, en fait. C'est-à-dire que je faisais. Et en fait, je faisais encore plus parce que finalement, quand tu fais plus, c'est aussi de l'auto-sabotage parce que tu t'épuises au final, juste pour ressembler à quelque chose qui n'est pas toi, en fait. L'auto-sabotage, il peut prendre plein de formes. C'est des idées qui sont plus ou moins conscientes. Et quand tu atteins un certain niveau de conscience, c'est intéressant de regarder ces petites phrases, ce qu'elles annoncent. C'est
on travaille beaucoup avec mes coachés sur le rapport à l'argent parce que ce que j'ai expérimenté, c'est que tu peux faire beaucoup d'argent. Et j'ai bien dit faire, je n'ai pas dit gagner, parce que gagner, c'est le fruit du hasard et faire, c'est que tu es suffisamment rempli de pouvoir pour savoir que tu fais des choses et qu'elles doivent être faites de manière écologique avec ton être le plus profond. Et j'ai une cliente un jour qui m'a dit, tu sais, si je réussis, j'ai cette espèce de petite phrase qui m'est revenue plusieurs fois, c'est que si je réussis, je vais trahir ma famille parce que dans ma famille, il y a plusieurs entrepreneurs et à chaque fois, ils se cassent la figure. Donc finalement, tu t'inscris dans un certain modèle qui fait que tu vas aller contre ta réussite. Et c'est de l'auto-sabotage. Alors après, tu peux le regarder de façon, tu vois, tu prends tes pensées, puis tu regardes ce qu'elles t'évoquent. On ne peut pas être conscient tout le temps. Mais cette conscience de nos pensées, c'est là où on va réussir à apaiser l'auto-sabotage. Après, voilà, encore une fois, on vit dans un monde avec les autres. Donc, il y a toujours des moments où ça revient parce que le monde et la collectivité font que tu reprends des habitudes. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui est hyper important à faire, mais c'est pas 2 jours et c'est bouclé, quoi. Non, quand on veut fabriquer 1 million d'euros, quand on veut être voilà, successful, quand on veut être manager d'une équipe et manager avec à la fois cœur, amour, mais stratégie, voilà, il y a plein de choses à regarder. Donc, généralement, en coaching, en fait, ma première étape, c'est d'abord, on fait un peu l'état des lieux. Où est-ce que tu en es? Qui est-ce qui t'entoure? Et après, on monte la pyramide. Parce qu'il y a avant les résultats, qui sont finalement la fin, la base, elle n'est pas là. C'est comme la pyramide de Maslow, tu vois. D'abord, il faut manger, dormir, etc. Donc, on va d'abord regarder la connexion à ton corps et ensuite, on va monter jusqu'à ce qu'on arrive à parler d'argent et de millions, etc. ouais. Non, c'est vrai. Tu as fait raison. Moi, je fais pareil avec mes coachings pour l'alimentation, c'est-à-dire, OK, tu veux perdre du poids, d'abord, retour derrière, et après, c'est là. Mais c'est pas ça que je voulais. Oui. Moi, je voulais qu'on parle du poids. Ouais, mais attends, Oui. on va faire 2-3 autres trucs. On va parler de ton feu sacré, on va parler de ton intérieur. Mais oui, parce que sinon, ça va faire comme un pansement sur une jambe de bois, ça va servir à rien. Moi, ce que je dis, c'est ça, c'est pour moi, l'alimentation, c'est c'est entre guillemets le sommet de l'iceberg, quoi. D'abord, on va aller creuser, aller comprendre ce qui va pas, tes relations, ton alimentation, ton environnement, tout ça, et puis voilà. Alors, je vais te poser 2 dernières questions pour clôturer le podcast. Alors, l'avant-dernière question, c'est qu'est-ce que tu as apporté vraiment ton entreprise? Qu'est-ce que t'apporte ton entreprise au quotidien? Parce que j'ai vraiment vu ton évolution, j'ai regardé pour vraiment bien travailler ce podcast, ton Instagram, et c'est vrai que avant, même si tu parlais, tu étais quand même un peu caché avec tes lunettes, tu te coiffais pas vraiment, tu faisais un petit chignon, c'est pas pour dénigrer, hein. Voilà. Et maintenant, en fait, on voit cette évolution, cette transformation, même, tu es vraiment lumineuse et vraiment, on voit que tu as vraiment évolué à tes débuts. Ça fait 1 an que tu as lancé ton Insta. Et maintenant, où en fait, on a l'impression que c'est 2 personnes différentes. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'un point de vue personnel et si ça a aussi participé à ton évolution aussi personnelle. J'ai vécu des choses qui sont absolument incroyables. En 1 an, il y a 1 an, effectivement, je lançais mon Instagram avec l'idée sous-jacente que je n'étais qu'une maman qui parlait de 0 déchet et que je voulais amener les femmes à vivre la transformation que moi, j'avais vécue, à savoir que j'étais dans le sacrifice, j'étais une machine à penser. J'étais aussi ce genre de personne qui file au burn-out tout droit et que j'avais décidé de tout lâcher. J'avais quitté mon job, j'avais instruit mes enfants en famille, enfin, j'avais entrepris d'instruire mes enfants en famille. J'avais quitté de région, on habitait au nord de la région parisienne, on a vendu notre maison, on a tout quitté, mon mari a quitté son job, il a requitté le 2e job dans lequel il était sans aucune sécurité. On a toujours été des gens parfaitement assurés de ne pas être tout seul et que l'univers allait nous envoyer systématiquement ce qu'il allait devoir nous envoyer. Et je voulais permettre aux femmes de vivre cette transformation-là. Et la première étape, je le savais, c'était la reconnexion à toi. Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment les résultats de mes coachés. Ça m'a boosté en fait en termes de confiance. Je me suis dit, Blandine, il faut que tu oses exprimer vraiment ce que tu as envie d'exprimer parce que je me limitais beaucoup. Et je suis allée broyer toutes les barrières. J'étais ma propre prison. Je suis allée briser tout ça. Et à partir du moment où tu as brisé toutes ces barrières, alors plus tu avances et plus tu te rends compte qu'au loin, il en reste, hein, donc tu apprends à les pousser. Mais ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de révéler celle que je suis. Et si tu dis t'es rayonnante, c'est juste parce que j'ai arrêté de faire semblant, j'ai arrêté de porter ce masque et j'ai plus peur.
là où on parlait tout à l'heure de cette armure, là, tu sais, dès qu'elle se fissurait, je paniquais. J'ai absolument plus peur parce que j'ai une conviction, c'est si demain tout s'effondre, en fait, je sais tout reconstruire, quoi. Peu importe. On s'en fiche. J'ai l'absolue certitude que je saurais toujours me sortir même des pires situations et j'ai plus peur et je le bosse à voilà, beaucoup, 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 beaucoup. Et puisque ça m'a apporté d'autres aussi, c'est un rapport à l'argent qui est totalement différent puisque j'étais instit. Tu peux avoir la grille des instits. Je gagnais 1 800 € par mois, tu vois. De toute façon, les salaires, ils sont officiels. Tout le monde gagne pareil et très peu de reconnaissance pour ce boulot-là. Et quand j'ai décidé de changer, il y a eu la reconnaissance pour mon boulot. Je suis pas devenue juste micropreneur, je suis vraiment devenue chef d'entreprise et j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place et je te cache pas que j'adore ça. Donc, je fais ce qui me plaît. Forcément, mes relations avec mes enfants sont apaisées, tu vois ta maman qui va bien, t'es bien. Je suis super contente d'être avec eux. Finalement, ils sont retournés à l'école depuis. Je suis ravie des moments que je passe avec eux. Je suis ravie des moments que je passe à travailler. Et voilà, ce que j'espérais en termes de vision il y a 1 an, parce que j'ai travaillé cette vision-là il y a 1 an, qu'est-ce que je veux pour 2021 ? Et bien, tout s'est réalisé. Financièrement, on y est quasiment. Enfin, on est au-delà de ce que j'avais imaginé, mais j'ai refait un tableau au bout de 6 mois et finalement, comme j'ai compris qu'il fallait que j'aille plus loin, et voilà. Et en fait, je m'autorise. Je m'autorise. Donc, je me sens apaisée, je m'autorise à rayonner, je m'autorise à aider les autres, tu vois, à contribuer. Cette notion de contribution, pour moi, elle est super importante. Donc, je suis mes valeurs, je suis mon cœur et qu'est-ce que tu veux ? Tu peux pas aller mal quand c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tu n'as plus envie de te cacher parce que justement, mon message et le manifeste que je porte, il est tellement important que j'ai envie de le crier sur tous les toits avec un gros mégaphone. Non, c'est totalement vrai. Et ça se voit, de toute façon, hein, comme je te dis, j'ai vu ton évolution. De toute façon, je mettrai l'Instagram de Blandine ainsi que son site en barre de description sur YouTube et sur la description sur le podcast. Donc, vous pourrez la retrouver. Et si, par exemple, on a envie de travailler avec toi, comment on peut te contacter et quelle est ton offre du moment ? Alors, si tu as envie de travailler avec moi, tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte Insta. Tu peux me trouver sur un podcast qui est à l'arrêt pour l'instant parce qu'il se refait une beauté. Tu peux me trouver aussi sur le site internet, mais voilà, tu mettras les liens. Et mon offre du moment, eh bien, actuellement, j'ai 2 offres. Une offre qui va te permettre de te reconnecter à toi, une offre sur 4 mois. Et une deuxième offre qui est plus intensive sur 6 mois. Donc, il y a l'expérience métamorphose et l'expérience infusion. Et je travaille beaucoup sur l'expérience infusion en ce moment parce qu'on doit se retrouver à l'occasion d'un week-end d'immersion. Et là, moi, je suis vraiment enchantée parce que la connexion en réel me fait super envie depuis un moment. Et j'ai osé, tu vois, encore une barrière que j'ai levée. Je me suis dit, mais derrière la caméra, tu es une personne, est-ce que tu es la même dans la réalité ? En fait, oui. Donc, voilà, je travaille dessus parce qu'il faut qu'on se trouve un lieu, il faut qu'on se trouve, faut que j'organise et que j'orchestre un peu tout ça. Donc, voilà les offres que j'ai actuellement. Et comme je te disais tout à l'heure, j'accompagne les femmes, les entrepreneurs, les dirigeantes à vraiment incarner le meilleur d'elles-mêmes pour être successful, mais dans tous les domaines de leur vie. Donc, dans leurs affaires. Et on peut... Après, voilà, c'est difficile pour moi de te détailler exactement ce qu'il va y avoir dans chacun des 2 programmes parce qu'on va partir des besoins de la personne et on va l'amener à trouver son talent et à exprimer ce talent dans toutes les sphères de sa vie. Oui, c'est un programme personnalisé, en toute façon. Voilà, c'est 100% personnalisé. Il n'y a pas de... Alors, il y a des moments ensemble parce que je trouve que la connexion et le réseau, c'est hyper important. Mais par contre, chaque coaching est individualisé. Je n'ai pas d'offre en groupe, moi. Non, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à lui parler. Franchement, n'hésitez pas. Envoyez des messages sur Instagram ou contactez-la par email. De toute façon, je mettrai tout soit sur mon site internet, il y aura tous ces liens, et en barre de description. Comme ça, vous pourrez juste à cliquer et vous allez directement tomber sur son compte. Si tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast, ça serait quoi pour donner de la motivation aux femmes et aussi aux hommes qui nous écoutent? Eh bien, j'ai réfléchi. Je ne savais pas si tu allais me poser cette question-là ou pas. Mais il y a quelque chose que j'aurais peut-être bien eu besoin que l'on me dise, c'est que je n'étais pas un chiffre. Et qu'au-delà du chiffre indiqué par la balance, au-delà de l'enveloppe corporelle, c'est ce qui vibre au fond de vous qui compte. Le reste, ce sont des détails. Et ce qu'on va retenir de vous, en tout cas ce que moi je retiens des gens à qui je parle, donc je pense que je ne suis pas quand même la seule, c'est l'aura que vous avez et c'est les vibrations que vous émettez.
Alors, laissez ces vibrations atteindre le niveau qu'elles méritent, parce que juste un chiffre, c'est bien petit par rapport à ce qu'est un être humain. Oh, j'adore ces mots de fin. Donc, nous, on va vous laisser. J'espère que cet épisode t'aura plu. Merci encore, Blandine, d'avoir accepté d'intervenir sur mon podcast. Merci de m'avoir invitée, déjà. Et nous, on va vous laisser. Donc, on vous laisse. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité. I walk through walls till my every bone felt the day.